Dans la vie, si vous n'êtes pas fort, personne ne vous respecte. Vous n'avez pas d'argent, personne ne vous respecte malgré votre âge. Vous êtes un pays avec des hommes poltrons qui ont peur de faire la guerre. Personne ne vous respecte, même les pays les plus petits vont vous dominer. C'est ça. Le respect s'impose. Le respect ne se demande pas. La loi et la justice n'existent pas. En effet, elle existe seulement pour ceux qui sont forts. Qui a le droit d'avoir une bombe nucléaire dans la vie? On va parler d'une histoire très intéressante ici. En effet, les États-Unis et l'Iran sont prêts à faire la guerre. Je sais que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte parce qu'évidemment, on en parle tellement régulièrement, mais ils sont très prêts à faire la guerre. Très prêts à faire la guerre. En effet, pour l'instant, ils sont dans une dernière tentative pour éviter la guerre. Le deuxième round de négociation à Genève a commencé. Deuxième round de négociation, parce qu'il y avait un premier round. Ça n'a pas réussi. Il y avait Oman qui était comme intermédiaire entre les États-Unis et l'Iran. Parce qu'ils ont du mal à discuter entre eux. Il y a des présences, des émissaires américains. Lesquels? Les diplomates en cours, il y a Vitkov, ce monsieur ici, qui est un grand businessman, ami personnel de Donald Trump. Et ce monsieur ici, Kushner, qui est le beau-fils de Donald Trump. C'est aussi un monsieur riche, un multimilliardaire. En effet, Trump ne laisserait pas sa fille épouser un pauvre, hein, c'est clair, c'est évident. Et ce n'est pas une personne qui est carrément venue dans la famille de Trump pour des profits financiers, en tout cas pas directement. Bref. Les États-Unis d'Amérique veulent quelque chose de l'Iran. Mais qu'est-ce que c'est? Ils veulent le programme nucléaire. Qu'est-ce qu'ils veulent, en effet? Washington exige l'accès au matériel nucléaire iranien. C'est-à-dire, ils veulent que l'Iran cède ce matériel. Et c'est ce matériel qui permet à l'Iran d'avoir un peu ce système de déterrence. Les États-Unis veulent que l'Iran cède le matériel nucléaire. Washington veut ça immédiatement. Deuxièmement, l'Iran enrichit le nucléaire, l'uranium, jusqu'à 60%, proche du seuil militaire, qui est généralement à 90%. Donc quand vous enrichissez l'uranium à 90%, là vous pouvez créer une bombe atomique. À 60%, ce n'est pas encore arrivé, mais c'est très près. C'est évident. Mais ce qu'on sait, depuis juin 2025, les Américains ont frappé les sites iraniens nucléaires. On a vu, quand ils ont bombardé avec leurs bombardiers furtifs, les États-Unis pensaient pouvoir oblitérer le système iranien. Mais depuis lors, quelque chose s'est passé. Quoi? Depuis lors, il n'y a eu aucune vérification claire de l'état réel du stock iranien nucléaire. Avant le bombardement, il y avait des gens qui avaient pour objectif de vérifier le stock nucléaire iranien. Mais après que les États-Unis eurent bombardé l'Iran, il n'y a pas eu de vérification. Donc on ne sait pas. Même en parlant de 60% d'enrichissement, on essaie de tâtonner, on ne sait pas exactement à quel point sont les Iraniens pour l'instant. Mais les États-Unis et Israël veulent plus qu'un contrôle, ok? Ils exigent numéro 1, le démantèlement total du programme nucléaire iranien et plus d'enrichissement du tout. Donc l'Iran n'aura plus le droit d'enrichir ou même d'avoir du matériel pour enrichir. C'est ce qu'ils veulent. Et pour finir, ils veulent le démantèlement complet des infrastructures. Suivez ce que M. Benjamin Netanyahou avait à dire. Il dit, pour arriver à un point de négociation, il y a beaucoup d'éléments à suivre. Suivant. J'ai dit que si un accord devait être conclu, il devrait comporter plusieurs éléments. Plusieurs éléments que nous estimons importants, non seulement pour la sécurité d'Israël, mais aussi pour la sécurité du monde. Il ne doit y avoir aucune capacité d'enrichissement. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter le processus d'enrichissement, mais de démanteler l'équipement et l'infrastructure qui permettent d'enrichir dès le départ. Les États-Unis d'Amérique veulent que l'Iran cède leur programme nucléaire. Le nucléaire, c'est important. Pourquoi? C'est important parce que c'est comme ça qu'on se fait respecter. En effet, remarquez que les pays qui font partie du Conseil de sécurité, aujourd'hui, ils ont quelque chose en commun. Qu'est-ce que c'est? Okay? L'Angleterre, les États-Unis, la France, la Chine, la Russie. Ils sont tous des puissances nucléaires. Ils ont tous des bombes nucléaires. La raison principale pour laquelle on n'a pas encore bombardé la Corée du Nord aujourd'hui, bien qu'on hait son président, c'est probablement parce qu'ils ont une bombe nucléaire. Okay? Et l'Iran a estimé que puisque nous sommes trop intimidés, vous nous dérangez tout le temps, vous nous faites du bruit, peut-être qu'il est temps que l'on développe notre propre bombe nucléaire. Alors, les États-Unis d'Amérique se rendent compte que l'Iran ne peut pas le faire. Maintenant, récemment, l'Iran a montré des signes d'ouverture à cette idée, donc de pouvoir démanteler le programme nucléaire, mais à une seule condition. Quelle condition? La levée totale des sanctions américaines. Pour ceux qui ne savent pas, l'Iran est sanctionné par les États-Unis depuis quelques années. Ceci ne permet pas à l'Iran de pouvoir commercer, importer, exporter. Vous savez, un pays a besoin de correspondance pour se faire de l'argent, pour se faire une vie. Sinon, ça devient très compliqué. L'Iran dit, on peut arrêter notre programme, on peut vous donner les matériels
que vous désirez sur le nucléaire, mais en une condition, la levée des sanctions américaines. La deuxième demande, c'est une exigence majeure. Limiter ou détruire le programme de missiles balistiques iranien. Limiter ou détruire le programme balistique iranien. C'est-à-dire quoi? L'Iran, évidemment, à part la bombe nucléaire qu'ils essaient d'avoir, ont des missiles très avancés. En effet, on dit qu'en Asie de l'Ouest, pour l'instant, l'Iran posséderait le plus de stocks de missiles. On estime à 3000 missiles iraniens sous-sol qui sont protégés. On n'a pas pu atteindre ça. Quand les Américains ont bombardé l'Iran, ils n'ont malheureusement pas pu atteindre ces missiles qui sont protégés sous-sol. Ces missiles constituent la principale force de dissuasion du régime. Donc, rendez-vous compte d'ailleurs, au mois de juin dernier déjà, Israël a neutralisé une grande partie des systèmes de défense iraniens en quelques jours. Oui, ils ont pu pénétrer l'espace aérien iranien et détruire les systèmes de défense iraniens très rapidement. C'était très rapide. Ils ont pu le faire. Mais Téhéran a dû compter sur ces missiles pour empêcher une escalade. Sinon, ils auraient oblitéré complètement l'Iran. Téhéran a pu résister. En effet, ils ont bombardé Tel Aviv à plusieurs reprises dans le centre. Et ça a été beaucoup plus compliqué que Israël l'estimait. C'était pourquoi? C'est à cause de leur programme balistique. Maintenant, on veut démanteler le programme nucléaire, on veut aussi un démantèlement du programme balistique. Et là, l'Iran dit... Le président des États-Unis affirme que notre armée est la plus puissante du monde, la plus forte du monde, peut-être à un tel point. Parfois, elle est frappée si violemment qu'elle ne peut même plus se relever. Ils disent « Nous avons envoyé un destroyer vers l'Iran, un très bon destroyer ». Bien sûr, c'est un engin dangereux, mais encore plus dangereux que le destroyer. C'est l'arme capable de lui ôter sa puissance au cœur de la mer. Ce n'est pas le moment de négocier. Si des négociations doivent avoir lieu, décider du résultat à l'avance est une chose erronée et insensée à faire. On n'accepterait pas. Pourquoi on n'accepterait pas? Parce que cela va fragiliser le régime et ça rendrait le pays totalement vulnérable à n'importe quelle attaque. Maintenant, rendez-vous compte d'une histoire. Le nucléaire est une menace future. On a peur du nucléaire parce que ça pourrait présenter une menace future. On estime que l'Iran ayant une bombe nucléaire dans le futur pourrait bombarder Israël. On imagine. Mais les missiles balistiques est une menace immédiate parce qu'on a vu les effets. On a caché les images en Israël, mais ça a fait des dégâts énormes. On veut que Téhéran rende tout ce programme. Donald Trump ira-t-il jusqu'au bout? Va-t-il appuyer sur la gâchette? On a vu à plusieurs reprises, il est venu, mais il n'a rien fait. Il est venu, il n'a rien fait. Mais nous avons aussi remarqué récemment un déploiement majeur militaire pour envoyer un signal très fort. Nous savons, premièrement, qu'il y a un porte-avions déjà dans la région, le USS Abraham Lincoln, qui est présent. Il y a aussi le USS Gerald Ford, qui est le plus grand bateau de guerre au monde, qui arrive vers le même secteur. Et s'il y avait attaque, cette fois-ci, ça ne sera pas comme l'attaque dernière au mois de juin. Ça, c'est évident. Le mois de juin 2025 constituait des frappes ciblées sur des sites nucléaires. C'était une opération rapide, puis un retrait, on a vu. Mais cette fois-ci, ça sera une campagne prolongée. On estime qu'il faudrait au moins une semaine de bombardement sans stop sur des sites gouvernementaux, les installations de sécurité et les infrastructures militaires. Il est évident, l'Iran ne partira pas seul. Il y a plusieurs bases militaires sous la portée des missiles iraniens. Ça, c'est évident, regardez sur la carte. L'Iran a menacé de frapper les alliés des États-Unis dans la région. Donc, Dubaï, pour tous ceux qui partent à Dubaï pour faire la fête, ça sera pas de la blague du tout. Qatar, il y a l'Arabie Saoudite et tout ce pays-là entrerait dans la pagaille totale. Il est évident aussi, ces pays ont demandé aux États-Unis de ne pas provoquer l'Iran. Ils ne veulent pas aller en guerre. Est-ce que Washington écoutera? Nous savons aussi que Israël a dit, si Donald Trump doutait, eux, ils vont partir bombarder l'Iran. Sur quel droit? On ne sait pas, parce qu'ils disent qu'ils veulent protéger leur nation. Mais est-ce que l'Iran a déjà attaqué un pays de soi? On ne sait pas, question mark. Qui est vraiment l'attaquant, l'assaillant? On ne sait plus la réalité. Mais Israël dit, pour protéger Israël, ils doivent aller attaquer l'Iran si les États-Unis doutent. Et dans ce cas, Donald Trump a dit qu'il soutiendrait une frappe israélienne contre le programme balistique iranien. Trump n'a pas dit que les États-Unis partiraient directement seuls. Ça suggère évidemment que les États-Unis doutent. Ça démontre aussi que Trump est prêt à soutenir jusqu'au sang le programme israélien contre l'Iran. On a bossé ensemble et on a été très victorieux pour dire le moins. J'apprends que l'Iran se renforce encore. Si c'est vrai, on devra les faire tomber. On les fera tomber. On va les écraser, mais j'espère que non. Alors regardez cette partie-ci. Le détroit d'Ormuz, c'est une arme économique.
L'Iran mène actuellement des exercices militaires dans le détroit d'Ormuz. Maintenant là, ils font des exercices. C'est pour démontrer, pendant que les négociations se passent, ils font une démonstration de force. Ce passage est un passage stratégique. Pourquoi? Parce que le détroit d'Ormuz transporte environ 20% du pétrole mondial. Ça passe par là. Donc s'il y a problème ici, il y aura beaucoup de problèmes dans le monde. Pourquoi? Parce que le problème est que le prix du pétrole va grimper comme pas possible. Et si le prix du pétrole grimpe, le prix de tout grimpe. Le riz, les bananes, les sorgho, les maïs et tout. Les habits, tout ce que vous voulez, les électroniques. Pourquoi? Parce que tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui en société a besoin d'être transporté quelque part. Donc l'Iran risque de bloquer ici. Ok, bloquer le détroit, ça c'est numéro 1. Secondo, poser des mines marines. En posant des mines, ça rend l'endroit très dangereux pour être parcouru par des bateaux ou même des pétroliers. Ok, l'impact économique mondial sera immédiat, ça c'est évident. Alors, une autre chose, Trump a dit que le régime était affaibli. Il dit depuis 1979, le régime n'a pas été aussi faible. Donc s'il y a un moment précis pour catapulter les choses en Iran, c'est maintenant qu'il faut le faire. Pensez-vous qu'ils vont tirer sur la gâchette? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une bombe atomique en tant qu'un pays libre? Qui est celui qui doit décider qui doit avoir quoi? Voilà, je pense que c'est une façon de montrer clairement que nous ne vivons pas dans un monde libre. C'est la loi du plus fort. Le plus fort ne veut pas que vous deveniez comme eux. Sinon, vous aurez les mêmes pouvoirs, les mêmes droits. Il faudrait toujours établir une certaine colonisation, un certain gérant, un certain contrôle sur vous. Voilà pourquoi on va vous limiter sur... Je ne sais pas, quel est le pays que l'Iran a déjà attaqué avec une bombe? Ouvertement, une bombe atomique ou dans l'objectif de détruire. Point d'interrogation, quels sont les pays que les États-Unis ont attaqués? Point d'interrogation, quels sont les pays que les autres ont attaqués? God bless. Est-ce que Trump va tirer sur la gâchette? Point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. L'Ukraine confirme la mort de plusieurs Nigérians et des Sud-Africains dans la guerre à Louhansk. Une folie incroyable, c'est complètement invraisemblable. On va essayer de décortiquer ce que ça veut dire. En départ, on disait que la Russie faisait des recrutements mensongers, c'est-à-dire fait des publicités, des travaux qui n'ont absolument rien à voir avec la guerre, pour finalement, après que les recrues arrivent, soit envoyés en guerre contre l'Ukraine. Mais est-ce vrai? Est-ce que la Russie est réellement en train d'envoyer des gens en guerre sans que ces personnes ne sachent dans quoi ils se sont engagés? On va le découvrir tout de suite. L'Ukraine vient de confirmer, les amis, la mort de 2 Nigérians. C'est une histoire triste mais sordide. Les hommes ont été identifiés comme Kamsa Kazim Kalowale, un homme de 42 ans, et un homme Mba Stéphane Udoka, né en janvier 88, un homme de 38 ans. 2 Nigérians tués en Ukraine. Ce qui est intéressant, que les services secrets ukrainiens ont fait de recherches sur ces personnes, découvrant même leur famille au Nigeria, des photos prises avec leurs femmes et leurs enfants. Donc ce sont des gens, des hommes de famille, des pères de famille qui sont partis en Russie malheureusement pour y mourir. L'Ukraine confirme que ces personnes ne sont pas parties en Russie pour faire un travail de sécurité comme ils le prétendent, comme plusieurs Africains le font d'ailleurs, disant nous sommes partis en Russie en l'objectif de travailler dans des industries, mais finalement on s'est retrouvés à la guerre. On nous a fait signer le papier dont on ne comprenait pas, écrit en russe, mais en fin de compte on s'est retrouvés ici en guerre. L'Ukraine dit c'est absolument faux. L'Ukraine confirme qu'ils ont des faits, des données concluants démontrant que ces personnes savaient exactement ce qu'ils faisaient. Donc les accusations portées sur Poutine, prétextant qu'ils sont en train de recruter des gens avec des fausses advertisements, est complètement faux. C'est-à-dire quoi? L'Ukraine dit ces personnes savaient exactement ce qu'ils ont signé. Okay? Ils savaient qu'ils partaient à la guerre. Mais quelle est la raison pour laquelle ils mentiraient au cas où ils étaient captivés par les Ukrainiens? La raison est très simple. Imaginez-vous être captivé par un Ukrainien, un militaire ou des Ukrainiens. On vous demande comment êtes-vous arrivé là? Quelle est la probabilité à travers laquelle vous y sortirez vivant? La première est celle-ci. Vous dites, je suis venu ici ne sachant pas que je venais pour faire la guerre. Je suis venu travailler en effet comme agent de sécurité ou faire des études de sécurité ou autre chose en Russie. Je me suis retrouvé soudainement arrêté, on m'a fait signer un bout de papier et je me suis retrouvé sans le comprendre directement ici en Ukraine en train de faire la guerre que je ne comprends absolument pas. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité est celle-ci. Vous dites, je suis venu ici parce que j'aime la Russie, je suis venu faire la guerre contre l'Ukraine parce qu'ils aiment les Européens. Dans quelle probabilité en sortirez-vous vivant? La première où vous dites, je ne savais pas comment je me suis retrouvé ici, ou la seconde où vous dites, je suis venu sciemment vous faire la guerre. La seconde, vous serez tué. C'est clair. Pourquoi quitterez-vous votre pays pour venir ici faire la guerre? Dans notre histoire. Alors, beaucoup d'Africains, ainsi que beaucoup d'étrangers qui sont arrêtés en Ukraine, ont pour alibi principal auquel nous avons été recrutés sans le comprendre. Nous sommes partis initialement en Russie pour faire autre chose. Les Russes nous ont joué à un jeu très profond, on ne comprend même pas comment on se retrouvait ici. Il y a une opportunité d'emploi ici en Russie dans le domaine de la sécurité. Le travail de sécurité dans un sens peut-être similaire à Droite. devant une banque. Donc, si cela nous intéresse, nous vous donnerons peut-être de l'argent. D'accord. On a donc payé nous-mêmes nos billets et le visa. Mhm. Les militaires nous ont apporté un contrat à signer. Oui, c'est ça.
Avant de mentionner un poste en sécurité, il a ajouté que l'armée nous formerait. Droite. Ouais. Si. Mais ensuite, ils disent que nous avons signé un contrat pour aller au front, donc il est impossible qu'ils ne nous y emmènent pas. Tu ne peux sortir nulle part. Vous ne pouvez aller nulle part, même si vous allez dans un lieu privé. La sécurité, l'armée vous escorte. Les Ukrainiens confirment que c'est absolument faux. Ils disent que les Nigérians qui ont été tués savaient exactement pourquoi ils sont partis là-bas. Alors comment ont-ils été tués? Ils ont été tués dans le meat grinder. Ça s'appelle l'assaut sacrificiel. Comprenez? Assaut sacrificiel. C'est-à-dire, comment ça fonctionne? Cette expression décrit une tactique d'infanterie russe particulièrement brutale, où les commandants envoient un grand nombre de soldats, souvent par vagues, peu entraînés et faiblement équipés, ou considérés comme remplaçables, dans des assauts frontaux répétés contre des positions ukrainiennes fortement défendues. En français, facile, ça veut dire. On remarque que les Ukrainiens sont positionnés au-dessus de la montagne, mais on a du mal à franchir cette ligne. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie des militaires peu entraînés, c'est-à-dire des recrues qui viennent à peine arriver de l'Afrique ou ailleurs, ou des prisonniers. On les envoie en première ligne, en groupe de 50, par exemple. 50 pales, suivi de 30, suivi de 50, suivi de 30, suivi de 50. Quel est l'objectif? L'objectif n'est pas de gagner du terrain contre les Ukrainiens. L'objectif est celui de révéler la position des Ukrainiens. C'est-à-dire, les Ukrainiens sont cachés sur la montagne. Vous ne savez pas exactement comment les repérer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer des militaires peu entraînés. Il faut envoyer des militaires peu valables, c'est-à-dire des militaires remplaçables. Vous les envoyez, quand vous les envoyez, qu'est-ce qui se passe? Les Ukrainiens vont tirer. Quand ils vont tirer, en tirant, ils révèlent leur position. Comme ça permettra à l'artillerie de bombarder où les Ukrainiens se trouvent. Vous comprenez? En anglais, on appelle ça le meat grinder. En français, on l'appelle aussi l'assaut sacrificiel. L'objectif, c'est être sacrifié pour révéler la position de l'ennemi afin qu'il soit écrasé. L'objectif n'est pas nécessairement de réaliser des percées rapides avec un minimum de pertes, mais plutôt d'épuiser le défenseur ukrainien par la pression constante et puis les munitions. Et ensuite révéler des tirs ukrainiennes, les emplacements des drones et les points fortifiés afin de faire des attaques réussies. Donc, les Africains, en d'autres termes, sont servis pas pour faire la guerre. On se sert des Africains dans le meat grinder ou l'assaut sacrificiel, dans l'objectif de surcharger la défense ukrainienne pour que les militaires expérimentés enfin l'écrasent. Maintenant, est-ce que j'ai pitié de ces deux Nigérians? Absolument pas. Désolé, je pense que la vie, l'argent est très important. Mais quand vous sacrifiez votre famille, vos enfants, vos femmes, pour aller faire la guerre en Russie, dans l'objectif de vous faire de l'argent, c'est une décision que vous avez prise consciemment. J'aurais peut-être eu pitié d'eux s'ils étaient partis sans le savoir, ok? Partis travailler dans des boucheries, finalement vous vous retrouvez bouché dans la guerre. Là, je dirais, ok, je suis vraiment désolé. Mais dans un cas comme ça, absolument pas. Pourquoi irez-vous mourir dans une guerre que vous ne comprenez pas au nom de l'argent? Je comprends pas. Je pense qu'il y a plusieurs façons de faire de l'argent que d'aller mourir dans la guerre qu'on ne comprend pas. Par contre, je serai toujours déçu par le gouvernement nigérian, qui ne fait absolument rien pour changer la vie des jeunes Nigérians. Ok, c'est bien triste. Une population de plus de 220 millions d'habitants, dont on ne sait pas comment limiter le nombre. Comprenez, le Nigeria grandit au jour le jour. Tout le monde veut faire au moins 2-3 enfants. Dans 10 ans, il y en aura combien? 500, 600 millions d'habitants. Et en fin de compte, ne vous en faites pas. En fin de compte, ça touchera aussi votre pays. Parce que les Nigérians ne vont pas vivre au Nigeria, puisqu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Ils iront aller dans les pays à côté. Et les Nigérians que vous connaissez ne sont pas nécessairement des gens absolument humbles, hein, pas du tout. Ce sont des gens qui réclament leur terrain. Et quand vous réclamez votre terrain chez autrui, après longtemps, ça peut devenir compliqué et xénophobe. Le même cas des Sud-Africains. Dans le cas des Sud-Africains, Vladimir Poutine a promis de renvoyer, de rapatrier des Sud-Africains qui sont engagés à la guerre en Ukraine. Contrairement aux Nigérians, saisissez-moi bien, Poutine pour les Sud-Africains a promis de renvoyer des Sud-Africains engagés à la guerre en Ukraine, en Afrique du Sud. Le président russe Vladimir Poutine s'est engagé à soutenir le rapatriement des Sud-Africains bloqués sur le front de la guerre Russie-Ukraine. Cet engagement, évidemment, est arrivé dans un appel téléphonique entre le président sud-africain Ramaphosa le 10 février, au cours duquel les deux dirigeants ont convenu de travailler ensemble sur le processus. Comment c'est arrivé là? Parce que l'Afrique du Sud a mis la pression sur son président. Ouais, il faut faire partie des pays qui se respectent, où la population peut faire la pression sur le président et le président réagit sur une cause qui n'a absolument rien à gagner au président. Ok? C'est-à-dire, la population dit, nous avons nos frères qui sont coincés en Ukraine. Nous ne savons pas comment ils sont partis là-bas. Vous, monsieur le président, faites à ce qu'ils rentrent. Le président fait quelque chose. Contrairement à chez vous, on vous dira comment il est parti là-bas, qu'il a envoyé là-bas. Mais lui, vraiment, il est bête. Comment il s'est retrouvé là-bas? C'est comme ça. Au nom du respect, au nom de la Constitution, on va récupérer ces gens. Alors, continuons. Beaucoup auraient été trompés apparemment et attirés en Russie sous faux prétextes. On leur aurait promis de l'emploi tel que la formation de garde du corps, d'agents de sécurité et de fonctions administratives parfois liées à des offres associées au parti sud-africain MK.
MK, c'est le parti sud-africain de monsieur Jacob Zuma. D'ailleurs, sa fille, Duduzi Zuma, cette femme ici, Duduzi Zuma, était appelée au tribunal pour des accusations selon lesquelles elle recrutait des gens pour aller travailler en Russie. Mais elle aurait aussi su que ce n'était pas seulement lié aux agences de sécurité du bazar, ces gens iraient à la guerre. C'est la fille de l'ex-président, mais appelée au tribunal. La fille de l'ex-président sud-africain appelée au tribunal pour être jugée. Tenez-en compte. Dans plusieurs pays africains, le fils du président peut tirer sur quelqu'un. Jamais de la vie il sera présenté à la justice. Continuons notre histoire. Alors, la question ici est très simple. Comment ils se sont retrouvés là-bas? C'est simple. C'est l'amour de l'argent. Vous pensez que ces gens sont partis là-bas parce qu'ils pensaient travailler en agence de sécurité et tout le hasard? Écoutez, il y a plusieurs agences de sécurité en Afrique du Sud. Pourquoi ne pas travailler en Afrique du Sud? Bon, je pars en Russie parce qu'il y a plus d'argent. Bon, pourquoi vous partirez en Russie pour aller faire un boulot dans un pays clairement en guerre? Et après avoir entendu, puisque c'est pas la première fois, qu'il y a eu des rapports selon lesquels des gens qui partent en Russie pour du travail se retrouvent en guerre en Ukraine. Pourquoi déciderez-vous, avec âme et conscience, d'aller vous retrouver dans des conditions très similaires? Ça n'a aucun sens. Par contre, ce qui a de sens, c'est quoi? Ce sont des gens qui auraient peut-être signé un contrat disant, on va aller en Russie pendant 3 mois ou 6 mois faire la guerre en Ukraine, gagner de l'argent et rentrer à la maison. Mais après avoir achevé les 3 mois ou 6 mois, on leur aurait dit, écoutez, monsieur, vous ne partez pas encore. Il faut continuer. Hein? On veut encore de vous ici pendant 4 mois. Ou peut-être la guerre a vraiment chauffé. Ils ont dit, non, nous, on va arrêter, on veut rentrer. Les Russes ont dit, non, vous ne rentrez pas. Vous ne rentrez malheureusement pas. Imaginez-vous un Sud-Africain qui se retrouve en Ukraine après avoir signé un deal et son deal est fini après 6 mois. Il veut rentrer à la maison. Les Russes disent, tu ne rentreras pas. Il faut continuer encore 6 mois. Comment il va rentrer? Il peut pas rentrer. Quelle est sa seule façon de rentrer à la maison? Soit il se donne aux Ukrainiens, ou bien il fait appel à son gouvernement disant, écoutez, sortez-moi d'ici, je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Je suis venu en Russie pour travailler ou étudier, et finalement, on m'a balancé ici sans que je le sache. C'est plus convenable, n'est-ce pas? En tout cas, dans tout ça, la leçon est très simple. Cette guerre ne vous appartient pas, ne vous y engagez pas. L'argent est très bien dans la vie, okay? C'est bien. On ne sera pas tous des Dangote, Aliko Dangote, absolument pas. Il faut aussi savoir se contenir de ce que Dieu vous donne. C'est très important. L'argent peut se faire, mais au prix de la vie et le souci de la famille, ça n'a aucun sens. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a des leçons très intéressantes ici, plusieurs en tout cas, y compris avoir un président dans un pays où les gens se respectent. Ça vous donne un autre niveau de sauvegarde et de respect international. God bless. Quand vous vivez trop longtemps à côté d'une poubelle, vous n'en ressentez plus l'odeur. Vous devenez immunisé à la puanteur. Ça devient normal pour vous. Je ne sais pas si vous avez expérimenté un rat mort dans votre maison. Un rat ou une souris. Qu'est-ce qui se passe? Au départ, vous sentez l'odeur quand le rat commence à pourrir, n'est-ce pas? Mais avec très peu de temps, vous ne sentez plus l'odeur du tout. Il faudrait que votre sœur ou votre frère ou un parent vienne d'ailleurs, d'une autre chambre peut-être, rentre dans votre chambre et sente l'odeur pour en faire mention. Ou peut-être que vous sortiez aller faire un tour quelque part, à votre retour, alors là, vous sentez l'odeur, vous dites, ça, c'est une odeur pestilentielle. Sinon, vous n'en sentez pas. Si vous vivez trop longtemps à côté d'une poubelle, vous ne sentez plus l'odeur. Ceci est valide dans beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement sur le plan pratique directement de l'odeur, c'est aussi en cas de mentalité. Vous grandissez dans un milieu où les gens insultent, racontent des bêtises, aucune différence entre docteur, ingénieur, médecin, tout le monde, c'est dans la même bêtise. Vous n'en sentez plus l'odeur. Vous pensez que tout le monde est égal à ça. Au Nigeria, il y a un truc très intéressant qui se passe, les amis. Les gens sont tués chaque jour. Ils sont généralement chrétiens. 200 personnes ont été tuées lors d'une attaque coordonnée menée par des hommes armés dans plusieurs États hier. Et je pense qu'il est très important d'en parler. Il faut rappeler leur mémoire. Il faut rappeler ces situations. Parce que beaucoup de personnes semblent s'accoutumer. C'est l'odeur qu'on ne sent plus. Okay? On est habitué à cette odeur. On vit à côté de la poubelle, ça devient normal. On peut pas normaliser les décès à cette ampleur. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ont-ils été tués? Parce qu'ils sont chrétiens. Simplement. Les enlèvements en masse se poursuivent. Plus de 150 fidèles ont été kidnappés des églises et c'est incohérent. Je pense qu'il faut en parler. Vous savez, récemment, Trump a fait cet avertissement disant si le gouvernement nigérien ne faisait absolument rien, pour résorber cette histoire concernant les chrétiens, les États-Unis d'Amérique viendraient gun blazing, pour trouver une solution brutale à cette situation. Qu'est-ce qu'on a dit? C'était un tollé général. Les gens se sont fâchés disant que les États-Unis d'Amérique cherchaient des alibis pour aller se présenter et piller carrément le pays. Ils étaient sponsors eux-mêmes du terroriste et tout le bazar. Mais bon, beaucoup ne comprennent pas que les États-Unis, c'est pas un groupe immobile. Les États-Unis, il y a les démocrates, il y a les républicains, chacun a sa politique.
Oui, d'accord, les démocrates ont sponsorisé beaucoup d'histoires qui ont favorisé, auraient favorisé ce transfert d'argent entre les mains de Boko Haram et tout le bazar. 697 millions de dollars par an, sans compter les transferts d'argent liquide, les madrasas, l'EI, Al-Qaïda, Boko Haram, l'EI Khorasan et les camps d'entraînement terroristes. Voilà ce que cela finance. Mais Trump, clairement, est celui à travers lequel cette information est sortie. Donc, les États-Unis auraient sponsorisé les Boko Haram. Mais ce sont les mêmes Américains qui vous informent disant que nous avons sponsorisé Boko Haram. Parce que s'ils n'avaient pas dit ça pendant leur sit-down au Sénat, le monde n'aurait jamais su que c'est eux qui sponsorisaient. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une partie des États-Unis qui voulait mettre à nu une autre partie des États-Unis qui aurait sponsorisé cette histoire. Et cette partie des États-Unis qui met à nu l'autre partie, c'est la partie de Trump, qui a demandé de partir agir au Nigeria. Beaucoup de gens ici, les Africains, oh non, c'est sans les alibis. Est-ce que vous pensez que les Américains s'inquiètent pour les chrétiens africains? Bah, écoutez, c'est peut-être vrai qu'ils s'inquiètent pas. Mais pourquoi on leur donne des raisons d'avoir des alibis de venir? Pourquoi le Nigeria ne fait absolument rien pour le défendre? Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués. C'est l'odeur du rat qu'on ne sent plus. Les gens meurent. C'est un peu comme les médecins et les infirmiers. Okay? Ou ceux-là qui préparent les morts, hein, hygiéniquement. Comment on les appelle? Ils sont immunisés à ces sentiments. Je pense qu'ils sont immunisés à ces sentiments. Sinon, ce serait très difficile de faire leur travail. N'est-ce pas? Il faut s'y habituer. Et c'est ça, les gens se sont habitués à la bêtise. C'est une bêtise à laquelle on s'habitue. Bon, je vous informe aussi, si vous ne le savez pas, qu'il y a des militaires américains déjà au Nigeria. Bizarrement, malgré leur pushback, ils ont finalement accepté d'accueillir des militaires, des soldats américains sur le sol nigérien. Représente-t-il un répit, enfin, pour ces chrétiens? Sont-ils seulement ceux qui sont tués, les chrétiens? Absolument pas. Il y a aussi des musulmans tués. Mais ces musulmans sont des musulmans qui acceptent des chrétiens. Les gens qui nous ont attaqués, on ne les connaît pas. Ils ont pris d'assaut notre maison et on a entendu des coups de feu. On est allé à son magasin et ils ont trouvé mon fils là-bas. Il les a suppliés, mais les bandits ont dit « Non, on n'épargnera personne ». Ils l'ont tué. Ceux qui tuent les chrétiens sont des musulmans avec une version compliquée de l'islam. Une version que personne ne comprend. Donc, c'est au-delà de la religion. Bref. La présence américaine était-elle nécessaire? En tout cas, les Américains sont là. Et regardez où sont. Ça, c'est le Nigeria. Regardez sur la carte, il y a à côté le Niger, il y a le Burkina Faso, le Mali. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan géopolitique pour l'instant. Ils veulent reprendre leur position sur le plan politique. Ils veulent reprendre leur position sur le plan géographique, puisqu'il y a des Russes là. Sont-ils là pour les minerais? On ne sait pas. Vont-ils prendre les minerais? Absolument, si vous leur donnez une opportunité. Maintenant, les Africains doivent faire quelque chose par rapport à ça. Alors, on va parler ici d'une personne très intéressante, le fils de Mohamed Kadhafi qui vient d'être tué. Il s'appelle Saïf al-Islam, fils biologique de Mohamed Kadhafi, qui s'était présenté aux élections en 2021. Pourquoi il a été tué? Évidemment, monsieur a une influence forte en Libye. Parce que, naturellement, beaucoup de personnes, en le voyant, avaient cette nostalgie de son père. C'est normal. Vous remarquez souvent les présidents de républiques dans beaucoup de pays africains, même s'ils n'étaient pas essentiellement des gens bien, quand ils sont plus, et qu'il y a leurs enfants, leurs fils surtout, il y a cette nostalgie. Les gens revoient un peu, estiment ou exploitent un peu mentalement la représence du président qui est déjà parti. Donc c'est la même histoire qui s'est passée en Libye. Beaucoup de gens soutenaient Saïf al-Islam, Kadhafi, espérant qu'il redevienne Kadhafi dans le futur. Il s'est présenté aux élections en 2021. Malheureusement, les élections n'ont jamais eu lieu jusqu'alors. Le pays est en lambeaux, le pays a été complètement détruit pour beaucoup de raisons. Alors, Saïf al-Islam s'est officiellement inscrit comme candidat aux élections présidentielles libyennes prévues en 2021. Il est apparu en public pour la première fois depuis des années, vêtu en vêtements traditionnels pour signer le document de candidature. Sa candidature était controversée, évidemment, car il était recherché par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre présumés, s'il vous plaît. Il avait été condamné en contumace par un tribunal libyen en 2015. Une condamnation ensuite contestée. Des factions rivales s'opposaient fermement à son retour sur la scène politique. C'est ça. Donc on ne voulait plus de lui. Alors pourquoi ne s'est-il pas présenté? La commission électorale libyenne l'a initialement disqualifié. Un tribunal l'a ensuite réintégré, mais l'élection elle-même a échoué en raison de conflits politiques entre les fractions. Il n'a jamais réellement eu l'occasion de faire campagne ou de concourir. Mais c'est une personne qui avait les potentiels, les capacités de pouvoir remplacer son père. En tout cas sur le plan figuré.
Alors, pourquoi on n'a pas voulu de lui? On n'a pas voulu de lui parce que monsieur était le fils de Kadhafi. Kadhafi, c'est qui? C'était cet homme ici. C'était un homme qui n'était pas démocratique du tout, mais qui a fait beaucoup pour son peuple. Mohamed Kadhafi a créé un pays, un environnement où, quand des jeunes se mariaient, on leur donnait un appartement gratos. Un environnement où, quand ces jeunes avaient leur premier enfant, le gouvernement leur accordait $5,000. On leur donnait $5,000 pour continuer la vie. Quel bonheur. Ok. C'était un environnement où à chaque fois que le pays vendait le pétrole à l'étranger, chaque citoyen libyen bénéficiait d'un pourcentage de cette vente. Chaque personne bénéficiait. C'est pas comme chez vous où le directeur de machin achète des villas, les politiciens construisent des immeubles pendant que les gens périssent et vivent dans la misère, la galère, la trière, la peine. Je sais pas comment on peut être un peuple, ça me dépasse. Ça me dépasse. Kadhafi a créé un pays incroyable. À l'époque, le plus grand projet d'irrigation sur Terre. Regardez la Libye. Sèche comme tout. Ok? Mais à l'époque, Kadhafi a importé de l'eau venant de l'océan. Pourquoi? Pour créer cet environnement fertile. Et en cela faisant, encourageant le peuple dans l'agriculture. Chaque citoyen désirant se lancer dans l'agriculture a été soutenu par le gouvernement. C'est-à-dire, on lui accordait financement, machinerie et entraînement. Coaching, c'est-à-dire une personne expérimentée, un mentor, viendrait vous aider à développer votre industrie de agriculture et vous paierez l'argent quand vous désirez. C'était ça le Kadhafi, le dictateur. Oui, le dictateur. C'est comme ça qu'on l'appelait, non? Dictateur. Dans la dictature de Kadhafi, à chaque fois qu'une personne libyenne était malade, elle était soutenue par le gouvernement. Et si sa maladie nécessitait de l'aide venant de l'extérieur, c'est-à-dire un traitement au Japon par exemple, le gouvernement disponibilisait l'argent et les fonds nécessaires pour envoyer la personne au Japon, pour se faire soigner. C'était ça, la dictature de Mohamed Kadhafi. Il a été accusé de dictature, de tuerie, machin histoire. Pourquoi? Parce que monsieur a révélé au monde que la démocratie n'était pas le seul système qui fonctionne. C'est ça l'impression qu'on veut vous donner. La démocratie est le seul moyen de fonctionner, mais cette démocratie n'est pas légitime. Alors, Sarkozy et ses amis Obama et Hillary Clinton ont manigancé les histoires, sont partis bombarder son palais, ils ont emmené des djihadistes ou des combattants de la liberté à l'époque, voilà comment on les appelait, combattants de la liberté, et la Libye s'est transformée en enfer depuis lors. C'est donc ça, je pense qu'il est important de rappeler la mémoire de ce grand homme qui a fait beaucoup pour l'Afrique. Mohamed Kadhafi a joué un rôle très important. Vous savez, à l'époque, l'Afrique n'avait pas de satellite de télécommunication. Vous le savez, à l'époque, les appels coûtaient très cher. Pourquoi? Parce que voilà, pour faire un appel venant de votre chambre, pour aller dans la chambre d'à côté, votre appel devrait être routé vers l'Europe, satellite européen, pour repartir en Afrique. Donc imaginez, vous appelez depuis l'Afrique, ça va en Europe, et puis de l'Europe, ça rentre chez vous. Ça coûtait trop cher. Moi, je me souviens, dans les années 90, c'était très difficile. À l'époque, dans l'un des pays où je vivais, avoir un téléphone portable, c'était un statut social. C'était réservé aux gens grands, aux commerçants, réservé aux agents de renseignement, oui, des agents politiques et tout ça. C'était pas pour n'importe qui. Je me souviens d'ailleurs, une fois, j'ai appelé un monsieur avec qui on était amis à l'époque, pour dire bonjour, parce que ma mère avait finalement acheté un téléphone portable, téléphone avec grande antenne, là, c'était comme ça, un grand antenne. Ouais. J'ai appelé au téléphone. Hey, salut mon pote, comment tu vas? Il répond, ah, ça va très bien, et toi? J'entends sa mère à l'autre côté du téléphone disant, c'est qui? Le monsieur dit, c'est Zach. Zach? Lui aussi, il a un téléphone. Lui aussi, il a un téléphone. Ah, ça m'a fait mal au cœur. Non, on ne peut pas avoir de téléphone. Ah, non, la vie. Bref, c'était ça. Parce que c'était difficile. À l'époque, l'Afrique payait $400 millions par an pour le téléphone, par an ou par mois, je sais plus, pour le téléphone. $400 millions, peut-être par mois. $400 millions. OK? Mais pour avoir leur propre satellite, il fallait combien? $500 millions. Les Africains se sont mis ensemble. Les dirigeants africains ont envoyé leurs envoyés spéciaux pour se mettre ensemble, discuter sur comment ils peuvent mettre de l'argent ensemble pour acheter ce satellite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient incapables de le faire. Voilà pourquoi on vous dit les Africains sont très bons quand il faut détruire. Insulter, dégrader, insulter, là, ils viennent en masse. Mais quand il faut contribuer, 1 euro. Ah, l'argent là va partir où? Ah, les autres ont déjà donné. C'est comme ça. C'est comme ça. Inutile comme pas possible. C'était tellement difficile que Kadhafi était obligé de dire, OK, ça coûte combien? 500 millions d'euros. Je veux donner 400 millions et vous cherchez 100 millions. C'est comme ça que les Africains ont eu leur premier satellite africain. Et ça ne se limite pas là. Il y a aussi African House, la maison des Africains, comment on appelle ça, en Éthiopie, là où se réunissent les Africains, les dirigeants pour discuter. Ça a été sponsorisé par les Chinois.
L'immeuble a été construit et sponsorisé par les Chinois. En fin de compte, ils ont placé des éléments d'écoute, des micros, des caméras, pour envoyer des données en Chine chaque samedi dans un serveur chinois. Donc, tout ce que vous dites là, dans les corridors, tout ce qui est votre machin et discussion interne entre président de la République africaine, est transmis en Chine. C'était ça. Parce que c'est ça la mentalité. Les gens disent les dirigeants sont mauvais. Ils ne sont pas les dirigeants. Les dirigeants sont vos cousins, ils sont vos oncles, ils sont vos grands-pères, vos arrière-grands-pères, dans le cas du Cameroun. Ils sont vous partagez le même sang. Chaque peuple a le dirigeant qu'il mérite. Ce n'est pas les dirigeants le problème. C'est the core of the nation is broken. Anyway, mémoire de Kadhafi ne sera jamais oubliée, un homme très fort. Mais où sont les enfants de Kadhafi? Où sont-ils aujourd'hui? Saïf al-Islam Kadhafi. Il a été longtemps détenu par une milice des Itam, libéré en 2017, a tenté de se présenter à la présidentielle 2021, toujours recherché par la CPI, malheureusement a été abattu. Hannibal Kadhafi a été emprisonné au Liban. Il a été arrêté en 2015 à Beyrouth, détenu dans le cadre de l'affaire de disparition d'imam Moussa Sadr en 1978. Il est toujours en prison malgré des demandes de libération. Celui-ci, Al-Saïdi Kadhafi, il était extradé du Niger vers la Libye en 2014, acquitté en 2018, libéré en 2021 et a quitté la Libye pour vivre en Turquie pour toujours. Celui-là, Mutassim Kadhafi, est mort en 2011. Malheureusement, il était capturé et exécuté à Sirte le même jour que son père. Celui-là, Kassim Kadhafi, il est considéré mort. Il était commandant de la 32e brigade. Plusieurs rapports indiquent qu'il est mort en 2011. Aucune preuve visuelle officielle, mais toutes les sources le considèrent décédé. Celui-là, Mohamed Kadhafi Jr., est exilé au sultanat d'Oman. Il est le fils aîné de Kadhafi, a fui en Algérie en 2011, puis à Oman. Oman lui a accordé l'asile sous condition de discrétion politique. Et celle-là, Aïcha Kadhafi, est exilée en Oman. Elle a fui en Algérie en 2011 avec sa mère et ses deux frères, et ensuite obtenu l'asile au sultanat d'Oman. Oman lui a imposé une règle stricte, aucune activité politique publique. Elle a parfois publié des messages pro-Kadhafi, mais Oman l'a rappelé à la discrétion, toujours sous protection, vivant avec ses enfants. Donc c'est ça les amis, c'est bien triste, l'histoire du grand Kadhafi. Son fils, celui dont beaucoup portaient à cœur, espérant revoir la présence du père, est malheureusement décédé. Il aurait été exécuté par 4 personnes qui ont eu le temps d'éteindre la caméra de surveillance avant de le tuer à coups de feu. Bon, on se pose la question de savoir, étaient-ils vraiment libyens ces personnes ou bien ils ont été envoyés par des special forces? Pourquoi un Libyen va éteindre la caméra avant d'être exécuté? On se pose la question. Ils en foutent éperdument. Ils sont là pour te tuer, non? Mais une personne de couleur différente, qui serait identifiée comme une personne importée d'ailleurs, special force, vont éteindre la caméra. Ils le feraient très bien parce que c'est important, sinon le message, sinon ça lancerait un message très fort. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Qui pensez-vous avoir tué Kadhafi, le fils? C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.